Peu avant 6 heures du matin, la radio du port de Saint-Malo crépita, déchirant le silence marin qui précédait toujours l'arrivée des premiers navires. L'opérateur, habitué à n'entendre que les bulletins météo et les demandes d'accostage de routine, mit quelques secondes à comprendre que le signal ne provenait d'aucune fréquence enregistrée. La transmission était trop claire, trop forte, comme si elle était émise de très près. Pourtant, la voix qui s'en dégageait semblait traverser les décennies. Demande d'autorisation d'entrée. Ici, le Montclair. Je répète, le Montclair. En provenance de l'Atlantique Nord. Équipage au complet. L'opérateur fronça les sourcils. Le nom ne figurait sur aucune liste de navires en service. Il le saisit rapidement dans le terminal, espérant trouver au moins une entrée récente. Rien, juste une ancienne référence archivée, marquée comme disparue. Le Montclair avait disparu en 1984, lors d'une traversée entre Reykjavik et les côtes françaises. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Aucun appel de détresse. Le silence radio. L'opérateur a d'abord cru à une plaisanterie, un pêcheur cherchant à se faire remarquer. Mais le radar a alors détecté un point à la limite de sa portée, se dirigeant lentement vers le port. Sa vitesse était constante, régulière, sans aucun signe de dysfonctionnement. Le système a déterminé la taille approximative du navire. Elle correspondait à celle de l'ancien cargo Montclair. Sur le quai, l'aube commençait à illuminer les façades de pierre lorsque les premiers ouvriers aperçurent la silhouette sombre à l'horizon. Le navire émergea lentement, fendant l'eau comme sorti d'une vieille photographie. La peinture était défraîchie, mais pas rouillée. La coque semblait intacte, aucune trace de collision, aucun signe d'abandon. La capitaine du port, Claire Moreau, fut appelée en urgence. Elle avait commencé son service moins de 20 minutes auparavant lorsqu'elle reçut la nouvelle. Elle se rendit à la salle de contrôle, écouta l'enregistrement de la transmission et demanda immédiatement une confirmation visuelle. Lorsqu'elle monta au poste d'observation, le navire était déjà suffisamment proche pour qu'on puisse lire son nom sur sa coque. Montclair. Elle resta silencieuse quelques secondes. Elle se contenta d'observer. Le navire avançait sans le moindre bruit. Pas de sirène, aucun mouvement sur le pont, personne en vue, aucun pavillon. Pourtant, les moteurs tournaient régulièrement, propulsant le cargo droit vers l'entrée du port. Claire demanda qu'on bloque l'approche. Un remorqueur fut dépêché pour intercepter le navire, mais avant qu'il n'atteigne le Montclair, un événement étrange se produisit. Les feux extérieurs du navire s'allumèrent simultanément, comme si quelqu'un avait activé le système manuellement. Aucune communication ne fut possible. Seules les vieilles lampes éclairaient le pont désert. Le remorqueur s'approcha prudemment. 2 marins crièrent pour obtenir une réponse. Aucune voix ne leur parvint. Lorsqu'ils atteignirent enfin la coque, l'un d'eux grimpa à l'échelle latérale. Le silence était absolu. L'homme fit quelques pas, observant les alentours. Puis il entra dans la cabine principale. 30 secondes plus tard, il revint pâle. Il ne dit rien. Il fit simplement signe au capitaine de monter. Claire embarqua quelques minutes plus tard. Le pont semblait figé dans le temps. Les cordages étaient enroulés, les caisses solidement arrimées, tout était rangé comme si l'équipage s'était simplement arrêté. Aucun signe de lutte. Rien n'avait bougé. Elle s'avança vers la passerelle. Le panel était allumé. Les instruments fonctionnaient normalement. Le radar interne tournait lentement, la radio émettait de légers parasites, et tous les indicateurs, l'analogique au-dessus de la porte, le numérique sur le tableau de bord, le chronomètre nautique, affichaient la même heure. 14h17. Claire regarda sa montre. Il était 6h42. Elle toucha l'affichage analogique. La trotteuse continua de tourner. Il fonctionnait parfaitement. Il n'était pas bloqué. Il affichait simplement une heure complètement différente. Elle ouvrit le registre. La dernière entrée était datée du 12 octobre 1984. L'écriture était assurée, sans trace de précipitation. Mer calme, aucun incident. Cap maintenu. Rien après cela. Aucune page arrachée. Aucune note supplémentaire. Le livre s'arrêtait là, tout simplement. Claire descendit le couloir intérieur. Les cabines étaient intactes, les lits étaient faits, les vêtements pliés,
Les verres étaient encore sur les tables. Dans la cuisine, des casseroles et des poêles propres étaient alignés. C'était comme si tout le monde était parti en même temps, sans rien emporter. Puis, elle a entendu le son, un tic-tac. Le bruit venait du couloir, un murmure léger et répétitif. Elle suivit le bruit jusqu'à la salle de repos de l'équipe. 6 horloges étaient accrochées au mur. Toutes fonctionnaient. Toutes affichaient 14h17. Les horloges étaient désynchronisées. Chaque montre gardait son propre rythme, mais l'heure était identique. C'était comme si elles avaient été réglées ensemble puis laissées en marche. Claire regagna le pont à pas plus rapide. La mer était trop calme. Le port était silencieux. Le remorqueur attendait à quai sous le regard tendu des marins. Elle a pris la radio portable. « Il n'y a personne à bord. » La réponse fut immédiate. « Que voulez-vous dire, capitaine ?» Elle regarda de nouveau le navire. Tout fonctionne. Les moteurs, les instruments, même les horloges. Il y eut un silence. Et l'équipage? Claire a mis un certain temps à répondre. Il a disparu. À ce moment précis, un bruit métallique résonna à l'intérieur du Montclair, comme quelque chose qui tombait sur le pont inférieur. Claire se retourna brusquement. Le bruit était pourtant clair. Ce n'était pas le craquement de la coque, mais un mouvement. Elle est rentrée à l'intérieur. Le couloir était désert. Mais une porte, auparavant fermée, était maintenant entr'ouverte. La salle radio secondaire. Elle la poussa lentement. La vieille radio était allumée. A Fita Magnetica girava, et une voix commença à se faire entendre, déformée, répétant un message enregistré. 14h17, 14h17. Maintenir le cap, tous à bord. 14h17. Claire se figea, parce que sa voix était fraîche. Ça ne sonnait pas comme un vieil enregistrement. On aurait dit quelqu'un qui parlait à ce moment précis. Oui, l'horloge numérique a clignoté. 14-17, 14-17, 14-17. Pendant une seconde, tous les instruments s'éteignirent. Un silence pesant s'abattit sur le navire. Puis tout s'est remis à fonctionner. Mais le radar montrait maintenant quelque chose de nouveau. Un deuxième point, apparaissant derrière Montclair. En pleine mer, se déplacer lentement dans la même direction, même taille, avec le même code d'identification, un autre Montclair. Le second point détecté par le radar n'était pas une erreur de lecture. Claire a immédiatement demandé une confirmation et l'opérateur portuaire a vérifié manuellement les données. Le système indiquait 2 navires, présentant la même signature métallique, le même déplacement et la même route. La distance entre eux diminuait lentement, comme s'ils se suivaient au millimètre près. Sur les quais, la nouvelle commença à se répandre avant même toute confirmation officielle. Les pêcheurs cessèrent leur activité. Les dockers déposèrent des caisses à terre. Quelques touristes matinaux s'approchèrent des rambardes pour observer le vieux cargo amarré à côté du remorqueur. Le Montclair semblait incongru avec sa structure classique, ses antennes imposantes et ses petites fenêtres, caractéristiques des navires des années 1980. Claire ordonna que personne ne pénètre à bord sans autorisation. Une équipe de la gendarmerie maritime fut dépêchée sur place, ainsi que des techniciens de l'autorité portuaire. En attendant, elle poursuivit son exploration de l'intérieur du navire, enregistreur en marche. Chaque détail devait être consigné. Dans le couloir de la cabine, elle trouva des étiquettes nominatives encore fixées aux portes. Jean-Paul Rivière, Michel Durand, Élodie Garnier, Louis Chevalier, des membres d'équipage portés disparus depuis 26 ans. Claire reconnut certains noms de famille. L'affaire du Montclair était encore présente dans les archives maritimes françaises. C'était l'une des disparitions les plus étranges de la côte atlantique. Ni tempête, ni signal de détresse, ni épave. Elle ouvrit la cabine de Jean-Paul Rivière. Son uniforme était accroché derrière la porte. Une montre bracelet était posée sur la table. Elle fonctionnait. Il était 14h17. Claire ne l'a pas touché. Au mur, une photographie montrait 6 membres d'équipage souriant sur le pont. La mer en arrière-plan semblait calme. L'image était légèrement jaunie, mais intacte. En retournant la photo, elle découvrit une date manuscrite. Octobre 1984.
La radio portable émettait un sifflement. « Capitaine, le deuxième contact est plus proche, à 10 kilomètres. » Claire retourna rapidement sur la passerelle. Le radar indiquait que le navire avançait à vitesse constante. Aucun signal de communication, aucune réponse aux tentatives de communication depuis le port. On aurait dit que le second navire suivait simplement la même route que le premier. Pendant ce temps, les techniciens commencèrent à examiner le Montclair, amarré à quai. L'ingénieur naval, Antoine Leclerc, monta prudemment à bord. Il inspecta les moteurs et découvrit la cause de l'arrêt. « Le carburant est vieux », a-t-il déclaré à la radio. « Très vieux. Mais on l'utilise encore. » Claire lui a demandé de s'expliquer. « Cela ne devrait pas fonctionner. Le gazole se dégrade avec le temps. Après tant d'années, le moteur ne démarrait plus. Mais il fonctionne parfaitement. » Elle a examiné les indicateurs du pont. Tout était stable. Aucune vibration anormale. Antoine poursuivit. Et il y a autre chose. Il n'y a aucun signe d'entretien récent. Aucun filtre n'a été changé. Aucune pièce n'a été remplacée. C'est comme si le moteur s'était arrêté en 1984 et qu'il redémarrait aujourd'hui. Ok, la police a bouclé le secteur. Les journalistes locaux ont commencé à arriver. Un hélicoptère de presse a survolé la zone, prenant des images du vieux cargo. Les réseaux sociaux se sont enflammés de vidéos. Le retour intact d'un navire disparu était déjà étrange. Mais la rencontre de deux navires identiques rendait la situation inexplicable. Claire retourna dans la salle radio secondaire. La bande magnétique tournait toujours lentement. Le même message se répétait à intervalles irréguliers. Elle demanda à un technicien de retirer la bande. Dès qu'elle fut retirée, le son cessa immédiatement. Mais l'horloge numérique s'est remise à clignoter. 14, 17, 14, 17, 14, 17. Puis, la radio principale s'est allumée toute seule. Une nouvelle transmission est apparue. Montclair pour le contrôle. Visibilité réduite. En attente d'instructions. La voix était différente d'avant. Plus jeune, plus ferme. Claire répondit aussitôt. « Ceci est le port de Saint-Malo. Veuillez vous identifier. » Silence. Puis la même phrase fut répétée. « Montclair pour le contrôle, visibilité réduite, en attente d'instructions. » L'enregistrement ne répondait pas. Il tournait en boucle. Pourtant, la qualité audio était trop nette pour une cassette de 1984. Le son était récent, presque numérique. Antoine appela Claire dans la salle des machines. Elle descendit prudemment l'escalier métallique. La chaleur y était constante, comme c'était souvent le cas pour les machines en marche. Le bruit mécanique était régulier. Il désigna un panneau latéral. Il y avait 8 membres d'équipage, mais le système de surveillance interne n'en enregistre que 6. Claire fronça les sourcils. Qu'est-il arrivé aux 2 autres? Antoine secoua la tête. Je ne sais pas, mais le système n'a jamais été désactivé. Il enregistre une présence depuis que nous avons activé les capteurs. Et maintenant, il s'arrêta. L'affichage a changé. 6 pendant 7 ans. Claire fixa intensément son regard. Est-ce que quelqu'un bouge? Antoine consulta le plan intérieur. Un point clignota sur le pont supérieur. Ils montèrent aussitôt. Le couloir était désert. Aucun bruit. Aucune ombre. L'affichage continuait d'indiquer 7. Puis, lentement, ce nombre est passé à 8. Sur le radar, le second navire était déjà visible à l'œil nu. Sa silhouette se dessinait à l'horizon, identique à celle du premier. Même coque, même livrée, même angle d'antenne. Sur le quai, le silence retomba. Tous les regards étaient tournés vers lui. 2 Montclair. Le premier est complètement vide. Le deuxième approche. Et à l'intérieur du navire déjà à quai, le système indiquait désormais la présence de 8 personnes. Comme si l'équipage revenait. Le second Montclair traversait lentement l'Atlantique, désormais visible même depuis le quai. La légère brume matinale se dissipa, révélant plus nettement sa coque identique à celle du navire déjà à quai. Un silence quasi absolu régnait sur le port. Personne ne savait comment réagir. Certains filmaient, d'autres, impassibles, se contentaient de regarder. Claire gardait les yeux rivés sur l'horizon, puis sur l'écran du système de navigation. Le nombre de présences restait à 8.
Aucun mouvement n'était détecté. Seuls des points statiques étaient éparpillés sur le pont supérieur et dans le couloir des cabines, comme si les gens étaient immobiles. Elle ordonna à tous de quitter immédiatement l'intérieur. L'équipe obéit rapidement, mais avant de partir, Antoine jeta un dernier coup d'œil à l'écran. L'un des points a commencé à bouger, lentement, du couloir de la cabine à l'air de repos. Claire le remarqua au même moment. Elle recula de 2 pas, observant la porte close. Aucun bruit, aucune ombre. Le viseur montrait clairement le mouvement. L'escale était terminée. L'emplacement exact des 6 horloges. Le tic-tac recommença. D'abord un, puis un autre. Puis tous en même temps, se synchronisant peu à peu jusqu'à battre au même rythme. Claire recula jusqu'aux escaliers. Arrivée sur le pont, le son s'arrêta brusquement. Le nombre de participants est tombé à 7. Puis 6, comme si quelqu'un était parti. Mais personne n'était passé devant eux. Au quai, la police a commencé à organiser une évacuation partielle. Le second navire se trouvait déjà à quelques kilomètres. Un patrouilleur des gardes-côtes français a été dépêché pour l'intercepter avant son arrivée au port. L'objectif était de vérifier la présence d'un équipage à bord. Claire écoutait la radio. « Attention, navire Montclair, ici les gardes-côtes français. Veuillez vous identifier. » Aucune réponse. Le navire continua d'avancer. À l'approche des gardes-côtes, un détail devint évident. Les feux extérieurs étaient allumés, comme lors du premier incident. Mais quelque chose avait changé. Ombre. On passe à l'attaque. L'exploitant de l'hélicoptère l'a confirmé. Il y a des gens là-haut. Au moins 4. Claire sentit son estomac se nouer. Réagissent-ils? Non. Ils sont arrêtés. La transmission s'est perturbée pendant quelques secondes. L'hélicoptère a effectué un virage complet. Les images transmises au port montraient des silhouettes alignées près de la rambarde. Elles étaient immobiles, le regard fixe droit devant elles. Les gardes-côtes ont réessayé. Montclair répondait immédiatement. Rien. Puis, sans prévenir, toutes les figurines se retournèrent en même temps, en direction de l'hélicoptère. La transmission resta silencieuse pendant 2 secondes. Le pilote prit une profonde inspiration. Il nous regarde. Claire appuya sur le bouton de la radio. « Pouvez-vous identifier quelqu'un » Le pilote hésita. Les vêtements ont l'air démodés, des uniformes, des années 80. Le silence s'est installé dans la communication. Sur le premier Montclair, toujours à quai, les instruments se mirent à osciller. Le radar interne tournait plus vite, l'horloge numérique clignotait plus intensément. Le système de présence se remit à fonctionner. 7, 8. Nouveau, Claire regarda Antoine. Cela n'a pas de sens. La carte intérieure affichait désormais plusieurs points dans le couloir. Ils avançaient lentement, comme si plusieurs personnes marchaient en même temps, mais le navire resta vide. Un bruit métallique résonna depuis le pont inférieur, puis un autre, comme des pas. Claire décida de remonter, ignorant les avertissements de l'équipage. Elle devait voir. Il entra dans le couloir. Rien, mais l'air était différent, plus froid. Le tic-tac reprit, venant maintenant de directions différentes. Une horloge tomba du mur et heurta le sol. Elle continua de tic-taquer. 14h17, un autre est tombé, puis un autre. Tout le monde continue de programmer à la même heure. Le chiffre affiché est passé à 10. Claire recula. À la radio, les gardes-côtes reprirent la parole d'un ton urgent. Le deuxième navire ralentit de lui-même. Claire courut sur le pont. Le Montclair, à l'horizon, ralentissait sans manœuvre apparente. Les silhouettes sur le pont restaient immobiles. Puis ils ont tous disparu. Ils ont tout simplement disparu, comme s'ils n'avaient jamais été là. L'hélicoptère l'a confirmé. Il n'y a personne sur le pont, mais les moteurs continuaient de tourner. Le navire continua d'avancer. Dans le premier Montclair, le système de présence comptait 12 élèves. Les portes intérieures se mirent à claquer l'une après l'autre dans le couloir. Claire entendit l'écho. Pas de vent, aucun mouvement visible. Puis la radio principale s'est rallumée. Une nouvelle voix s'est fait entendre. « Calme, Clara. Nous maintenons le cap en attente. » 14h17, Claire a reconnu quelque chose dans cette voix. Elle courut vers le registre et le compara avec la signature finale.
Il était le capitaine d'origine du Montclair, porté disparu en 1984, et à cet instant précis, toutes les horloges du navire avancèrent simultanément. 14-18, la première minute en 26 ans. Sur les radars du port, le second Montclair avait disparu. Mais le premier système a tout de même enregistré 12 présences, comme si tout le monde était monté à bord de l'avion, sans que personne ne soit entré. La disparition du second Montclair des écrans radars n'apporta aucun réconfort. Au contraire, elle exacerba la tension dans le port. Le navire cessa tout simplement d'apparaître sur les instruments, mais la mer demeurait calme, sans brouillard ni perturbation. L'hélicoptère survola la zone où le navire avait été aperçu quelques secondes auparavant. Aucune épave, aucune vague anormale, aucun signe de virage brusque. C'était comme s'il avait été effacé de la surface. Pendant ce temps, sur le premier Montclair, les capteurs continuaient d'enregistrer 12 présences. Claire décida de transférer la surveillance au système portuaire, en se connectant à distance aux données du navire. Le grand écran de la salle de contrôle affichait désormais la carte intérieure du cargo. De petits points clignotaient dans différents compartiments. Certains se trouvaient dans les cabines, d'autres sur la passerelle. 2 demeuraient dans la salle des machines. L'un d'eux commença à grimper, un mouvement lent et régulier, comme celui d'une personne qui marche tranquillement. Le véhicule traversa le couloir principal et s'arrêta devant la cabine du capitaine. La porte était restée fermée depuis la première inspection. Aucun technicien n'était encore entré. Le point resta immobile pendant quelques secondes. Puis, il entra. Dans la salle de contrôle du port, le silence régnait. Claire observait, impassible. Le point restait immobile à l'intérieur de la cabine. Un autre point commença à s'approcher, puis un troisième. En quelques secondes, 4 présences étaient rassemblées au même endroit. Antoine agrandit la carte. « Ils concentrent leurs efforts là-bas. » Claire prit la radio. « Personnel extérieur, personne n'entre à bord. Je répète, personne. » Au quai, les journalistes continuaient d'affluer. L'affaire avait déjà fait la une des médias nationaux. Une chaîne de télévision diffusait en direct des images du vieux navire, à quai, entouré de voitures de police et de vedettes des gardes-côtes. Les commentaires en ligne ont commencé à affluer, spéculant sur diverses théories, expériences militaires, canulars élaborés, phénomènes surnaturels. Un historien maritime fut contacté en urgence. Il arriva au port avec des copies des rapports originaux de 1984. Claire les examina rapidement. Le Montclair transportait du matériel industriel et des fournitures techniques à destination du nord de la France. Aucune cargaison dangereuse, aucune irrégularité. Mais quelque chose a attiré notre attention. Un rapport final du centre météorologique de l'époque indiquait la formation inhabituelle d'un brouillard magnétique dans l'Atlantique Nord cette semaine-là. Il ne s'agissait pas d'une tempête, mais simplement de légères perturbations au niveau des boussoles et des radios. Rien de considéré comme dangereux. Claire a comparé ces données avec les données actuelles. Le radar du port avait enregistré de légères fluctuations quelques minutes avant la disparition du second navire. Rien de significatif, mais suffisant pour susciter des doutes. Sur l'écran, les silhouettes se remirent en mouvement. Elles quittèrent la cabine du capitaine et se dispersèrent. L'une se dirigea vers la salle radio, une autre vers la passerelle. 2 restèrent immobiles sur le pont supérieur. Puis un nouveau détail est apparu. Un 13e point est apparu. Claire prit une profonde inspiration. Combien de membres d'équipage étaient initialement inscrits? Antoine répondit. 8. Elle a pointé l'écran du doigt. Il y en a maintenant 13. Le système n'affichait aucune identification, seulement un mouvement. Le nouveau point se situait près de l'escalier d'accès. Il se déplaçait plus rapidement que les autres. Il traversa le couloir en quelques secondes et s'arrêta devant la porte de sortie du pont. Sur le quai, un garde remarqua quelque chose. La porte du Montclair s'ouvrit d'elle-même, lentement. Le vent était faible. Malgré cela, la porte métallique s'ouvrit brusquement. Tous reculèrent instinctivement. Aucune silhouette n'apparut. Seul l'intérieur sombre du couloir. Le point sur l'écran a traversé la porte. Elle a disparu de la carte interne.
Le nombre est tombé à 12. Claire regarda droit dans les yeux le navire. Rien n'était sorti. Mais le système indiquait qu'il y avait maintenant quelque chose à l'extérieur du navire. Un des officiers présents sur le quai a signalé un bruit derrière les caisses de cargaison, comme de légers pas sur du béton. Un autre a entendu quelque chose de similaire près du remorqueur. Les équipes se sont dispersées à la recherche du moindre mouvement, rien de visible. Mais les capteurs thermiques de l'équipe de sécurité ont détecté une variation de température momentanée près du parapet, comme une silhouette qui passe rapidement. Sur l'écran, un autre point commença à se rapprocher de la sortie, puis un autre, comme s'il suivait le premier. Claire a compris ce que cela impliquait. Il quitte le navire. Le deuxième point est passé par la porte. Le nombre est tombé à 11. Sur le quai, un micro de presse tomba au sol sans que personne ne le touche. Un trépied bougea de quelques centimètres. Un des journalistes recula, surpris. Un autre point a été perdu. 10. Les capteurs thermiques ont enregistré de multiples variations dispersées sur le quai. Rien de clair, juste des distorsions fugaces, comme des présences invisibles traversant l'espace. Alors, toutes les horloges du Montclair se mirent à sonner simultanément. Un son métallique, strident, résonna dans tout le port. L'horloge numérique clignotait rapidement. 14-18, 14-18, 14-18. Sur l'écran, les points restants à l'intérieur du vaisseau commencèrent à se déplacer vers la sortie. Nouveau. 8, 7. Claire comprit que, si cela continuait, le navire serait de nouveau vide. Mais cette fois, ce qui était à l'intérieur se retrouverait à l'extérieur. Le 6e point a franchi la porte. À ce moment précis, un des policiers postés sur le quai sentit quelque chose le heurter à l'épaule. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. La radio du capitaine grésillait. Une nouvelle transmission est apparue. Cela ne venait pas du navire. Cela provenait de quelque part dans le port même. Équipage rassemblé, cap maintenu, attente de 14h17. La voix résonna dans le haut-parleur extérieur. Et sur l'écran, il ne restait plus que 5 personnes à l'intérieur du Montclair. Les autres étaient maintenant dispersés sur les quais, invisibles. Les variations de température disséminées sur le quai se mirent à se déplacer dans différentes directions, comme si chaque présence invisible suivait son propre destin. L'équipe de sécurité tenta de localiser ces points à l'aide de capteurs portables, mais les signaux apparaissaient et disparaissaient rapidement. Aucun schéma clair ne se dégageait, juste de brefs mouvements silencieux s'éloignant de plus en plus du navire. Claire comprit que le danger ne se limitait plus à Montclair. Ce qui était resté piégé à l'intérieur se propageait désormais dans tout le port. Sur l'écran, seules 5 personnes restaient à bord. Toutes étaient concentrées sur la passerelle. Aucune ne bougeait comme si elles attendaient quelque chose. La radio du port a commencé à capter des interférences sur plusieurs canaux. Des voix fragmentées apparaissaient et disparaissaient. Certaines répétaient des chiffres. D'autres n'étaient que du bruit blanc. Un technicien a ajusté manuellement la fréquence et a réussi à obtenir une transmission plus claire. Contrôle, en attente d'autorisation, 26 ans de retard. Claire sentit son corps se refroidir. La phrase a été répétée 2 fois, puis le silence. Sur le quai, une sirène de sécurité s'est déclenchée toute seule. Les éclairages de secours se sont allumés. Le réseau électrique du port a commencé à fluctuer, comme en cas de consommation électrique irrégulière. Les horloges numériques du terminal se sont figées. 14-18, tous en même temps. Claire courut jusqu'à la salle de contrôle. L'opérateur désigna la carte marine. Un nouveau contact avait été établi, non pas en haute mer, mais à l'intérieur de la baie, très proche. En utilisant le même code, Montclair. Claire regarda par la fenêtre. La mer était vide, mais le radar a clairement révélé la silhouette d'un navire qui se superposait presque au bâtiment à quai, comme si 2 objets occupaient le même espace. Antoine a approfondi ses lectures. Ce n'est pas possible, la signature métallique était identique. Le système indiquait la présence de 2 masses occupant pratiquement la même position. L'une correspondait au navire visible. L'autre semblait décalée de quelques mètres, mais restait invisible. À Montclair, les 5 points restants commencèrent à se déplacer. Ils quittèrent le pont et suivirent le couloir, un par un.
lentement. Sur le quai, de nouveaux bruits se firent entendre. Des chaînes qui claquaient sans vent, des portes métalliques qui claquaient. Un chariot de marchandises se mit à rouler tout seul sur quelques centimètres, puis s'arrêta. On avait l'impression que quelque chose marchait parmi eux, occupant le même espace, mais en décalage. Le premier des 5 points se situait à la sortie du navire. Lorsqu'il a franchi le seuil, le radar du port a réagi. La seconde signature métallique s'est déplacée de quelques mètres. Claire a remarqué le lien. Chaque départ modifiait la position du second vaisseau invisible. Le deuxième point a été marqué. La signature invisible a encore progressé. Le troisième est parti. Le radar montrait maintenant clairement 2 navires parallèles. L'un était visible, l'autre non. Claire comprit ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement de présence. C'était tout l'équipage qui ramenait avec lui une autre version du Montclair. Le 4e point est arrivé. Sur le quai, un journaliste trébucha et tomba, comme s'il avait heurté quelque chose de solide. Il tenta de se relever, mais un obstacle invisible semblait l'en empêcher. 2 policiers le retinrent. L'espace devant lui restait vide, mais personne ne pouvait le traverser. Le 5e et dernier point a quitté le navire. Le système interne a été réinitialisé. Aucune présence restante. Au même instant, le radar a révélé que les 2 signatures étaient parfaitement distinctes. Le second navire, invisible jusque-là, se trouvait désormais à côté du Montclair initial, légèrement plus éloigné du quai. Et puis quelque chose s'est produit. L'eau environnante commença à bouger. De petites vagues apparurent en l'absence de vent. La surface de la mer se déforma, comme si une force lourde appuyait des profondeurs. Lentement, la silhouette du second navire commença à se dessiner. D'abord l'arc, puis la coque. La structure émergea progressivement, comme si elle surgissait d'un plan invisible. La peinture était identique, mais plus récente. Aucune trace d'usure, aucune tache, comme si elle venait d'être enlevée. Le second Montclair était désormais parfaitement visible. Et il y avait des gens sur le pont, 8 chiffres, arrêt. Ils portaient de vieux uniformes. Claire prit les jumelles. Le visage du capitaine était parfaitement visible. Il observait le port d'un air neutre, sans surprise, comme quelqu'un qui venait d'arriver. Les gardes-côtes ont immédiatement tenté d'établir le contact. « Montclair, identifiez-vous » Le capitaine leva lentement la main, et il a répondu par radio. « Ici, le Montclair. Arrivée prévue à 14h17. Demande d'accostage. » Claire a répondu. « Vous avez disparu en 1984. » Le capitaine n'a pas réagi. Il n'y a eu aucun retard. Nous avons maintenu le cap. Claire jeta un coup d'œil à l'horloge du port. 6h58. Elle retourna aux jumelles. Aucun membre de l'équipage ne bougeait. Puis quelque chose d'encore plus inquiétant est devenu évident. Ils ne regardaient là pas la jetée. Ils observaient le premier Montclair, comme s'ils reconnaissaient leur propre navire. Un des marins du second cargo désigna le vieux navire. Le capitaine tourna lentement la tête. Il observa la coque usée par le temps, les journalistes, les véhicules. Il reprit la parole. Contact visuel avec une anomalie. Claire ressentit le poids de ces mots. Le capitaine poursuivit. Il y a un autre Montclair dans le port. Silence. Après confirmation, équipage absent. Claire regarda le premier navire, maintenant complètement vide. Absence. Aucun son. Comme si ce n'avait été qu'une coquille vide. Et puis le capitaine du second Montclair a dit quelque chose qui a complètement changé la situation. Nous avons reçu un signal du futur, coordonnées identiques. Nous nous dirigeons vers lui pour l'intercepter. Claire a répondu immédiatement. Quel signe ? Le capitaine la regarda droit dans les yeux comme s'il pouvait la voir. Un cri de détresse. Il fit une pause. Envoyé par nous-mêmes. Ce sujet vous a-t-il convenu ? Souhaitez-vous apporter des modifications ? Ou pouvons-nous passer au suivant ? Prêt, conséquences et réaction. Le silence qui suivit la déclaration du capitaine ne fut rompu que par le bruit lointain des vagues s'écrasant contre les coques des 2 navires. Désormais, 2 Montclair se dressaient côte à côte. L'un, vieux et vide, portait les stigmates de décennies d'histoire. L'autre,
intact, fraîchement arrivé, avec un équipage visible et alerte. Cette duplication ne laissait place à aucune interprétation simpliste. Claire ordonna le bouclage complet de la zone. Aucun navire ne devait entrer ni sortir de la baie. Les gardes-côtes positionnèrent des embarcations autour des 2 cargos en maintenant une distance de sécurité. Les techniciens commencèrent à effectuer des relevés magnétiques et thermiques. Les instruments affichaient des mesures incohérentes lorsqu'ils étaient pointés directement vers le premier Montclair, comme si l'espace environnant était encore instable. Sur le second navire, l'équipage resta immobile quelques minutes, contemplant son reflet vieilli. Le capitaine finit par donner de brefs ordres. 2 marins s'approchèrent de l'échelle de côté et commencèrent à descendre avec précaution. Chaque pas était lent, calculé, comme s'ils craignaient que le sol ne disparaisse sous leurs pieds. Lorsque le premier d'eux posa le pied sur le quai, rien ne se produisit. Aucune distorsion, aucun bruit. Juste un homme, en vieil uniforme, qui regardait autour de lui avec une surprise grandissante. Il effleura le béton du bout de sa botte, puis la rambarde métallique. Ses gestes étaient prudents, presque incrédules. Claire s'est rapprochée de quelques mètres, tout en gardant ses distances. « Nous sommes en 2010, a-t-elle déclaré. Le marin fronça les sourcils. « Quoi ? Vous avez disparu en 1984. » Il jeta un dernier regard à son propre navire, puis à l'autre Montclair vieilli. « Ça n'a pas de sens. » Le second marin débarqua et répéta le même geste touchant le sol. Le capitaine resta à bord, observant la scène. Puis, il autorisa le reste de l'équipage à descendre. Ils débarquèrent tous un à un, formant une file silencieuse sur le quai. Le plus jeune d'entre eux désigna le premier Montclair. « Ceci est notre navire. » Claire a confirmé. « Essayez. » Il prit une profonde inspiration. « Mais il est vieux. » Le capitaine descendit enfin du bus. Ses pas étaient assurés, contrairement aux autres. Il s'approcha directement de Claire. « Nous avons reçu une transmission claire. Coordonnées de ce port, heure prévue, 14h17. Le signal portait notre signature. » Claire a demandé « Quand ont-ils reçu cela ?»« Il y a quelques heures. » Mais elle regarda Antoine. Il répondit aussitôt « C'est impossible. La transmission aurait été envoyée en 2010. » Le capitaine acquiesça. « Essayez !» Il désigna le vieux navire. C'était lui. Claire comprit ce qu'il voulait dire. Le premier Montclair, vide, avait lancé l'appel de détresse 26 ans plus tard, et le second avait répondu immédiatement en 1984, un circuit fermé. L'équipage commença à examiner le vieux navire. Un des marins remonta à bord du Montclair, un bâtiment vieillissant. À peine entré, il s'arrêta net. « Capitaine, il y a quelque chose ici. » Claire et le capitaine montèrent ensemble à l'étage. Le silence régnait toujours à l'intérieur, mais une différence s'était fait sentir. Les horloges n'indiquaient plus 14h17. Elles affichaient toutes des heures différentes, comme si elles étaient désynchronisées. Dans la cabine du capitaine, le journal de bord était ouvert. Une nouvelle page était apparue, écrite de la même main. Données, 2010. Le texte était court. Interception terminée, équipage rentré. Évitez de reproduire le même scénario. Le capitaine lut en silence. Je n'ai pas écrit ça. Claire a répondu. Mais c'est votre écriture. Il regarda le reste de la page. Il y avait une autre phrase. Interdiction d'embarquement. Sur le quai, un des techniciens cria. Claire retourna rapidement sur le pont. La coque du second Montclair commençait à présenter de légères déformations. De petites ondulations visuelles, comme des reflets dans l'eau. Les marins s'en rendirent compte et battirent en retraite. Le capitaine a coulé rapidement. « Ce qui se passe ?» Antoine examinait les instruments. Les 2 navires interfèrent l'un avec l'autre, comme s'ils ne pouvaient pas coexister très longtemps. La première Montclair commença à émettre un faible bruit, presque imperceptible. Les lumières intérieures vacillèrent. La radio s'alluma toute seule. Une nouvelle voix s'est fait entendre. Il était identique à celui du capitaine. Mais plus fatigué. « Ne montez pas à bord. Je répète, ne montez pas à bord. » Le capitaine du second navire regarda Claire. « C'est ma voix.
La radio a continué à émettre. S'ils entrent, tout recommence. Gardez vos distances. L'équipage commença à s'éloigner des deux navires. L'air autour d'eux sembla vibrer légèrement. La mer entre les bâtiments se mit à s'agiter, même sans vent. Puis le second Montclair effectua un léger déplacement latéral. 100 personnes à bord. Comme si on tirait dessus, le capitaine s'en est immédiatement rendu compte. Il essaye de se rallier à l'autre. Claire a crié « Éloignez tout le monde !» Les marins ont reculé en courant. La distance entre les deux navires a diminué de quelques centimètres. Les structures ont commencé à se chevaucher visuellement, créant une image déformée. La radio du premier Montclair a répété le message « Ne montez pas à bord, ne montez pas à bord ». Un des marins du deuxième navire, confus, fit un pas involontaire vers l'échelle. Le capitaine lui a crié d'arrêter. Mais il était trop tard. L'homme a touché la rampe, et toutes les horloges du port s'arrêtèrent de nouveau. 14-17. Le cycle semblait sur le point de recommencer. Le marin qui avait touché la rambarde resta immobile un instant. Son regard était rivé sur le pont du premier Montclair, comme attiré par une force invisible. Le capitaine s'avança d'un pas rapide et le tira brusquement en arrière. À cet instant précis, les horloges bâbord se remirent en marche, abandonnant l'affichage figé à 14h17 et reprenant leur fonctionnement normal. L'air autour des vaisseaux continuait de vibrer, mais la superposition avait partiellement cessé. Claire comprit que le contact physique en était l'élément déclencheur. Tout lien direct entre l'équipage et le vieux vaisseau pouvait relancer l'événement. Elle ordonna à tous de se replier davantage. Des barrières métalliques furent mises en place, créant un large périmètre autour des deux Montclair. L'équipe technique coupa temporairement l'alimentation électrique du quai afin de réduire les interférences. Le faible bruit émis par le premier navire persistait, comme un moteur déréglé. Le capitaine observait son vieux navire avec une attention croissante. Il s'approcha de Claire. « Si c'est nous, alors nous avons déjà vécu ça. » Claire acquiesça. « Et vous avez envoyé le signal ?» Il regarda le pont vide. Puis quelqu'un est entré. La phrase resta en suspens. Claire comprit que c'était la pièce manquante. Le cycle ne se déclencherait que si quelqu'un retournait dans l'ancienne version. Le message dans le journal et la voix à la radio étaient des avertissements laissés par l'équipage lui-même après avoir découvert l'erreur. Antoine a apporté de nouvelles données. Les capteurs magnétiques ont montré que les interférences diminuaient lentement à mesure que les deux navires restaient séparés. La diminution n'était pas instantanée, mais cela indiquait que le phénomène pourrait se stabiliser en l'absence de tout autre contact. Le capitaine rassembla son équipage. Tous étaient visiblement secoués, mais attentifs. Il leur expliqua rapidement la situation. Aucun ne protesta. Le plus jeune se contenta de demander « Si nous n'y allons pas, que va-t-il se passer ?» Le capitaine contempla le vieux navire. Peut-être disparaîtra-t-il. Peut-être n'a-t-il jamais existé. Claire percevait la tension émotionnelle au sein du groupe. Ils se penchaient sur leur propre histoire, sur un destin possible qui avait failli se réaliser. Le vieux Montclair était la preuve que quelque chose avait mal tourné dans leur avenir. Éviter tout contact revenait à accepter que cette version de eux-mêmes doive disparaître. Le bruit du premier navire commença à augmenter légèrement. De petites vibrations se propageaient dans la coque. La peinture, vieillie, semblait plus terne, comme si elle perdait de son éclat. Antoine désigna le radar. La signature métallique s'affaiblit. Claire prit une profonde inspiration. Le plan était simple, garder ses distances et attendre. Mais le temps semblait instable. Les horloges numériques affichaient encore de légères fluctuations. Certaines indiquaient plusieurs secondes avant d'avancer. Le second Montclair, le capitaine décida de couper les moteurs. Le navire resta à la dérive, réduisant encore les interférences. Le silence retomba sur la baie. Seul subsistait le bruit de la mer et le grondement irrégulier du vieux bateau. Soudain, une nouvelle émission parvint sur les ondes de la radio du port. La même voix fatiguée se fit entendre, mais plus faible cette fois. Cap corrigé, équipage retiré, cycle interrompu. Claire a répondu immédiatement.
Pouvez-vous confirmer? Que se passe-t-il maintenant? La réponse était accompagnée de parasites. Navire, pas nécessaire. De garder distance. Le son a disparu. Le capitaine du second Montclair observait chaque détail. Il remarqua que les fenêtres du vieux navire commençaient à s'assombrir, comme si la lumière intérieure faiblissait peu à peu. La coque semblait moins solide, presque translucide par endroits, selon l'angle de vue. Un des marins a pointé du doigt. L'arc disparaît. Claire le confirma. La façade du premier Montclair s'estompait lentement, comme effacée par l'air. Il n'y eut ni explosion ni naufrage, juste une dissolution silencieuse. Le capitaine prit une profonde inspiration. C'était notre avenir. Claire a répondu. Et tu as changé. L'équipage garda le silence. La décision de ne pas embarquer, de ne pas tenter d'enquête, de résister à la tentation de récupérer leur propre navire, avait rompu le cycle. C'était un choix difficile, mais nécessaire. Le bruit s'estompa. Le radar ne détectait plus qu'une seule signature distincte, le Montclair intact. L'autre s'estompait progressivement. Les horloges du port étaient de nouveau synchronisées. Aucune n'affichait plus 14h17. Le temps semblait redevenu stable. La dernière partie visible du vieux navire était la passerelle. Pendant quelques secondes, la silhouette resta immobile, comme si quelqu'un était là, puis elle disparut complètement. La mer est redevenue normale. Seul le second Montclair subsistait, avec son équipage intact, et aucune trace que l'autre ait jamais existé. Mais à la radio, une dernière phrase résonna, presque inaudible. Message remis. Avec la disparition complète du premier Montclair, la tension dans le port ne diminua que superficiellement. L'équipage du navire intact restait à quai, scrutant la mer comme s'il attendait une réapparition. Le radar ne détectait plus qu'un seul navire, mais les techniciens continuaient de surveiller la moindre fluctuation. Claire autorisa une inspection complète du second Montclair. Contrairement au premier, tout semblait parfaitement normal. Les moteurs fonctionnaient correctement, les instruments étaient modernes pour l'époque, la cargaison était intacte, aucun signe d'anomalie. C'était comme si le navire était simplement arrivé avec quelques heures de retard, et non 26 ans. Malgré tout, quelque chose me tracassait. Antoine vérifia l'horloge principale du pont. Elle fonctionnait normalement, mais avait quelques secondes d'avance sur celle du port. Rien de significatif. Claire demanda néanmoins sa synchronisation. Lorsque le technicien l'a réglée manuellement, l'horloge est restée stable 1 seconde, puis a reculé de 2 secondes toute seule, comme si elle tentait de revenir à un point précis. Le capitaine observa en silence. « Il est toujours en prison », Claire a demandé. « Piégé par quoi ?» Il répondit sans quitter l'écran des yeux. Au moment de la transmission, sur le quai, les journalistes continuaient leur retransmission en direct. L'affaire avait déjà fait la une des journaux nationaux. L'histoire du navire disparu, réapparu avec son équipage au complet, dominait les gros titres. Des vidéos montraient clairement l'apparition du second navire. Les réseaux sociaux étaient inondés de théories. Mais l'équipe technique a détecté quelque chose de nouveau. Une faible interférence radio, très faible, quasiment imperceptible. Antoine a isolé le signal. Il était intermittent, une brève impulsion se répétant toutes les quelques secondes. Ce n'était pas une voix, mais un simple clic électronique. Claire a demandé « D'où vient-il » Il a répondu après quelques ajustements. De la part de Montclair lui-même. Elle remonta sur la passerelle. Le cliquetis semblait provenir du système de navigation. Un petit voyant clignotait de façon irrégulière. Ce n'était pas une alarme connue. Le capitaine ouvrit le compartiment technique. À l'intérieur se trouvait un enregistreur d'urgence automatique. Équipement standard à l'époque, il servait à enregistrer des messages en cas de danger. La bande tournait lentement. Claire a demandé à le repasser. L'enregistrement a commencé par des grésillements, puis une voix, la même voix que le capitaine. Mais contrairement au précédent. « Calme-toi. Si cet enregistrement est diffusé, cela signifie que l'interception a échoué. » Claire et le capitaine échangèrent un regard. L'enregistrement s'est poursuivi. « Nous sommes dans le cycle. Un second contact ne devrait pas avoir lieu. Si le vaisseau jumeau disparaît, cela ne signifie pas que c'est terminé.
La bande est cassée. À 14h17, le signal sera renvoyé. Claire sentit la tension revenir. Le calendrier existe toujours. L'enregistrement s'est poursuivi. Si nous sommes encore au port, l'événement se reproduira. Le seul moyen de l'empêcher définitivement est de ne pas être ici. Le capitaine prit une profonde inspiration. Nous devons partir. Et Claire a demandé « Où aller ?» Il a répondu « Partout en dehors de ses coordonnées ». Antoine vérifia l'horloge du port. 7h21. Il restait plusieurs heures jusqu'à 14h17. Mais le système de navigation du Montclair a révélé un phénomène inattendu. Le pilote automatique était programmé et les coordonnées ont été saisies automatiquement. Destination. L'endroit précis où le premier navire était apparu. Le capitaine a immédiatement annulé. Le système s'est figé une seconde, puis s'est débloqué. Claire comprenait l'urgence. S'il restait là, le signal pourrait être renvoyé et tout recommencerait. La solution n'était pas seulement d'éviter tout contact, mais d'empêcher que l'événement ne se produise. Le capitaine ordonna à l'équipage d'embarquer immédiatement. Les marins se précipitèrent vers le navire. Les amarres furent larguées, les moteurs furent mis en marche. Mais dès que l'hélice s'est mise à tourner, toutes les horloges numériques du Montclair ont clignoté simultanément. 14h17. Pendant une seule seconde, puis tout est rentré dans l'ordre. Claire regarda le capitaine. Il essaye de te retenir. Le navire commença à s'éloigner lentement du quai. La distance augmentait. Le radar indiquait un mouvement régulier. Puis la radio du port a de nouveau capté le clic, maintenant plus rapide. L'enregistreur automatique s'est remis à tourner. Une nouvelle expression a fait son apparition. Deuxième envoi lancé. Claire regarda la mer. Rien de visible. Mais le radar a commencé à afficher une légère distorsion à l'endroit où le premier Montclair était apparu. Même si le navire était intact, il s'éloignait déjà. Le cycle n'était pas encore terminé. Le Montclair s'éloignait du port à vitesse croissante, mais la distorsion sur le radar ne diminuait pas. Au contraire, elle s'étendait lentement à l'endroit même, dans la baie où le premier navire était apparu. Claire observait la situation depuis la salle de contrôle, tandis que le capitaine maintenait le cap sur le large. Les moteurs tournaient à plein régime. L'eau s'écartait derrière le navire en longues vagues. La distance augmentait, mais le système de navigation commença à vaciller. Le compas pivota de quelques degrés tout seul. Le radar du navire détecta quelque chose qui apparaissait derrière eux. Un point, même signature, Montclair. Le capitaine prit une profonde inspiration. Il revient. Claire a répondu par radio. Ne regarde pas en arrière, continue. Mais l'équipage l'avait déjà aperçu. Une silhouette commençait à se dessiner à l'horizon, exactement comme auparavant. D'abord la distorsion, puis le contour. Le cycle tentait de se reconstituer, tandis que le navire s'éloignait. L'enregistreur automatique s'est allumé tout seul. L'interception a échoué. La duplication est inévitable. Le capitaine l'a éteint manuellement, mais le système s'est rallumé. Le radar indiquait une diminution de la distance. Le second Montclair semblait se rapprocher plus rapidement, comme si le temps s'était comprimé. La proue commença à émerger d'un brouillard inexistant. Les feux extérieurs s'allumèrent automatiquement. Claire a remarqué quelque chose de nouveau. Il n'apparaît pas au port, il apparaît derrière vous. Le capitaine comprit immédiatement. Le cycle s'était adapté. Au lieu d'attendre au point fixe, le phénomène poursuivait désormais le navire d'origine. Les horloges du Montclair se mirent à nouveau à fluctuer. Certaines affichaient des heures différentes. D'autres revinrent brièvement à 14h17 avant de reprendre leur fonctionnement normal. Les interférences s'intensifièrent. L'équipage restait imperturbable, mais la tension était palpable. Le marin qui avait failli redémarrer le vélo un peu plus tôt s'agrippait fermement à la rambarde, évitant de se retourner. Le capitaine a pris une décision. Changeons de cap. Il a brusquement viré de bord. Le navire a légèrement incliné la tête. La trajectoire a cessé d'être rectiligne. Si le phénomène dépendait des coordonnées, une rupture de trajectoire pouvait interrompre la duplication. Pendant quelques secondes, le radar a montré un affaiblissement du signal. Mais la tâche est réapparue.
et plus près, comme s'il avait ignoré le changement. Claire parla avec urgence. « Ce n'est pas l'itinéraire qui pose problème, c'est le moment. » Le capitaine comprit. Il essaie de nous amener à 14h17. L'horloge du pont indiquait 7h52. Il restait encore des heures, mais les secondes commencèrent à s'écouler de façon irrégulière. L'aiguille faisait de petits sauts. Le système électronique affichait des minutes qui disparaissaient et réapparaissaient. Le temps s'étirait à bord. L'équipage l'a remarqué, un des marins l'a fait remarquer. Le temps s'accélère. Claire l'a confirmé. Les données envoyées au port montraient la même chose. Le temps à l'intérieur du Montclair ne suivait plus le même rythme qu'à l'extérieur. Le second navire se détachait de plus en plus nettement. On pouvait désormais distinguer sa coque. Les lumières étaient allumées. Aucun membre d'équipage n'était encore visible. Le capitaine réalisa l'inévitable. Si nous arrivons à 14h17, ce sera terminé. Claire a répondu, alors ne les laissez pas. Le capitaine a désactivé le système automatique. Il a ordonné un arrêt partiel des moteurs. Le navire a ralenti. L'objectif était de rompre toute synchronisation. Pendant un instant, l'horloge s'est arrêtée à 8h03. Silence. Le radar s'est stabilisé, mais l'enregistreur automatique s'est remis en marche. Correction appliquée. Nouvelle synchronisation. L'horloge a sauté. 11h22. L'équipage était sous le choc. Le temps avait avancé de plusieurs heures en une seule seconde. Le capitaine tenta de couper le courant. Les lumières s'éteignirent. Le moteur tourna au ralenti. Le navire commença à flotter. L'horloge a ralenti. 11h23. 11h23 à nouveau. Cela a semblé fonctionner. Mais le radar montrait que le second Montclair était presque terminé. Seule la poupe était encore déformée. Claire a réalisé qu'il s'agissait de la dernière option. « Faites couler la transmission », le capitaine comprit immédiatement. Le signal qui déclenchait le cycle provenait du navire lui-même. Si l'enregistreur automatique était détruit, l'appel de détresse ne serait jamais émis. Il courut avec Antoine jusqu'au compartiment technique. Ils ouvrirent le panneau. La bande tournait toute seule, alors que le courant était coupé. Le capitaine a tiré brusquement sur le ruban adhésif. Elle n'a pas arrêté. Il a saisi une clé et a frappé le mécanisme. Le choc initial a partiellement immobilisé le véhicule. L'horloge s'est arrêtée. 11h47. Le deuxième impact a cassé le moteur de la bande magnétique. Le son est devenu distordu. Livraison incomplète, le radar a clignoté. La silhouette du second Montclair commença à se flouter. La proue disparut la première, puis le pont. Le capitaine porta le troisième coup. Le mécanisme est complètement cassé. L'horloge du pont fonctionne à nouveau normalement. 7h59. Le temps est revenu. Le second Montclair s'évapora devant eux, se dissolvant dans l'air comme le premier. Aucune vague, aucun son, juste la disparition. Les instruments se sont stabilisés. Le radar ne détectait qu'un seul navire. Montclair reste intact. Le capitaine prit une profonde inspiration, appuyé contre le tableau de bord. L'équipage demeurait silencieux. Le cycle avait été interrompu au dernier moment. Sur la radio du port, Claire a confirmé « Pas de doublon. C'est vous qui l'avez fait. » La mer s'est de nouveau calmée. Et pour la première fois depuis le début, aucune horloge n'affichait 14h17. Le Montclair poursuivit sa traversée de l'Atlantique jusqu'à ce que la côte française ne soit plus qu'une ligne lointaine à l'horizon. Le capitaine maintint une vitesse constante pendant plus d'une heure avant de relâcher la pression. Personne ne voulait risquer une nouvelle manifestation du phénomène. Les systèmes furent vérifiés à plusieurs reprises. Le magnétophone endommagé restait inopérant, sa bande brisée coincée entre les rouleaux métalliques. Claire suivait la situation par radio, maintenant un contact permanent. Les techniciens du port ont confirmé l'absence de toute distorsion sur le radar. Aucun second contact, aucune interférence magnétique. La baie de Saint-Malo était revenue à la normale. Sur le pont du Montclair, l'équipage commençait à assimiler ce qui s'était passé. Certains contemplèrent la mer en silence. D'autres touchèrent leur uniforme, comme pour s'assurer qu'ils étaient toujours là. Le plus jeune marin regarda le capitaine. « Donc, nous n'avons jamais disparu ?»
Le capitaine a répondu après quelques secondes. « Presque ». Il se dirigea vers le pont et vérifia de nouveau les montres. Elles étaient toutes synchronisées. Aucun retard, aucun décalage. Le temps s'écoulait de façon linéaire. La sensation de pression avait disparu. Antoine a analysé les enregistrements effectués pendant l'événement. Le système montrait clairement l'accélération temporelle, la duplication des signatures et les perturbations de la navigation. Mais il y avait plus. Un dernier fichier avait été automatiquement sauvegardé avant la destruction de l'enregistreur. Claire leur a demandé de repasser l'enregistrement. L'enregistrement a commencé par de légers grésillements, puis une voix. Ce n'était pas celui du capitaine. Il y en avait plusieurs. Comme plusieurs personnes qui parlent en même temps. Message reçu, cycle terminé, écart confirmé. L'enregistrement s'est interrompu brusquement. Le capitaine fronça les sourcils. « Ce n'est pas nous. » Claire a répondu. « Peut-être ne l'ont-ils jamais été. » Le silence qui suivit apporta une nouvelle compréhension. L'appel de détresse à l'origine de tout n'avait peut-être pas été émis uniquement par une version future de l'équipage. Il pouvait s'agir d'un mécanisme automatique du phénomène lui-même, cherchant à se maintenir actif. En détruisant l'enregistreur, ils n'avaient pas seulement interrompu la duplication, ils avaient éliminé le déclencheur qui entretenait le cycle. Au port, la nouvelle se répandit rapidement. La retransmission en direct avait capté une partie de la disparition du second navire en mer. Des vidéos montraient sa silhouette apparaître et disparaître. Les experts commencèrent à analyser les images une par une. Aucune explication technique convaincante ne fut trouvée. Quelques heures plus tard, le Montclair reçut l'autorisation de poursuivre sa route. La destination initiale fut maintenue. L'équipage reprit progressivement ses fonctions, bien que l'atmosphère restât empreinte de prudence. Le capitaine décida de modifier légèrement l'itinéraire, évitant la zone où les perturbations initiales s'étaient produites. En fin d'après-midi, Claire reçut le rapport final des techniciens. Toutes les horloges du port étaient synchronisées. Aucune anomalie n'avait été enregistrée depuis le départ du navire. L'endroit précis où le premier Montclair était apparu affichait des relevés normaux. Elle éteignit la radio et contempla la mer déserte. Il semblait que tout était fini. Mais avant de quitter la salle de contrôle, un détail attira son attention. Le système d'archivage automatique avait conservé l'enregistrement original du premier contact. Elle décida de le réécouter. La voix initiale a dit « Demande d'autorisation d'entrée. Ici le Montclair. Équipage au complet. » Claire avança de quelques secondes. En arrière-plan de l'enregistrement, presque inaudible, on entendait une autre phrase, très faible, couverte par des parasites. Elle a isolé l'audio, et il a entendu clairement « Ne les laissez pas monter à bord. » Claire resta immobile quelques secondes. C'était le même avertissement qu'ils avaient reçu plus tard. Le message avait toujours été là, depuis le début. L'avertissement accompagnait la demande d'accès. Ce cycle n'existait que parce que personne ne l'a remarqué. Elle a archivé l'enregistrement et a éteint le système. À l'horizon lointain, Montclair n'était plus visible, et cette fois, il n'y avait pas de deuxième point sur le radar. Des mois plus tard, l'affaire Montclair restait sans explication officielle. Le rapport final classa l'événement comme une anomalie temporelle non confirmée, et son accès fut restreint. L'équipage reprit ses activités habituelles, mais aucun d'eux ne porta de nouveau de montre numérique. Le capitaine conserva l'enregistreur détruit dans sa cabine, comme un rappel silencieux de ce qui avait failli se produire. Par un matin calme, lors d'une autre traversée, l'opérateur radio du Montclair capta un signal extrêmement faible. Ce n'était pas une voix, juste un clic. Il a vérifié la fréquence. Puis il regarda l'horloge sur le pont. 14h16. Le pointeur avançait lentement, et ça s'est arrêté. Imaginez-vous dans ce port, observant l'apparition de deux navires identiques à 26 ans d'intervalle. Quelle décision prendriez-vous ? Iriez-vous enquêter sur ce mystère ou garderiez-vous vos distances, même sans comprendre ce qui se passe ?
Des histoires comme celle du Montclair nous rappellent que parfois, le choix le plus difficile est aussi le plus important. Résister à la curiosité peut sauver l'avenir. J'aimerais maintenant connaître votre avis. Pensez-vous que le cycle est définitivement brisé ou le clic de 14h16 indique-t-il que tout pourrait recommencer? N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre théorie, à partager cette histoire avec un amateur de mystère, et si vous souhaitez suivre d'autres récits aussi intrigants, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer.